Vas-y. Ok. C'est bon, là, t'as fini? Oui, oui, c'est bon. Tu me mets juste ça. Comme ça, sur le. Tiens, voilà, tu me mets devant toi, plus loin, voilà, devant toi, voilà. Voilà, et tu me. À peine. Trop, voilà, tu reviens. Un peu par là. Voilà, merci. Oh, tiens, tiens. Tiens, c'est dur. Bon, nous y sommes. Oh, hey. Comment je suis arrivé à la vallée des Justes? Je suis arrivé juste à la vallée, parce que, alors, j'étais avec ma 4 chevaux. Et j'arrive à Castres, je dis tiens, je vais faire un tour à la vallée des Justes. Et j'arrive à la vallée des Justes en 4 chevaux. Je dis ça, mais non de Dieu. Je sortais d'opération, parce que les opérations chez moi c'est quand même assez régulier. Les opérations aux jambes, j'en ai à 5 ou 6 déjà. Et j'étais donc sur mon lit de misère en train de me faire chier, d'avoir. J'avais pas le moral, quoi. Et je regardais beaucoup la télé, et je tombe un soir sur euh, la vallée des Justes. Et la vallée des Justes, c'est un lieu où je passais mes vacances à l'époque, quand j'étais jeune. Et là, je découvre une histoire que je n'avais jamais entendu parler. Cette histoire-là me fascine, c'est surtout les gens qui sont interviewés dans le film où Michel Cal était scénariste, qui me, vraiment me fascinent. Je les écoute parler et je décide sur l'instant de faire un projet. Moi, je voulais me coller à cette histoire-là. Il n'y a pas de problème, je voulais m'y coller. Je voulais prendre parti à ma façon de cette histoire-là. Et alors, je monte un projet assez rapide, je l'envoie au réalisateur, à Michel Cans et tout ça. Michel est le seul qui me répond. Inoubliable vallée des Justes. Pourquoi le choix de ce titre? Il faut peut-être remonter à l'histoire de cette vallée où, pendant la période de l'occupation, de nombreuses familles juives ont trouvé refuge dans des circonstances très différentes, à Vabre, la Case,
Viane, plutôt, c'était le fil textile, parce qu'on était une région essentiellement textile, et les fabricants ici avaient des liens avec les juifs du Sentier, les juifs parisiens. À la Cône, c'était différent, c'était une assignation à résidence. Voilà, donc ça, c'est un peu cette histoire-là, qui a été mise en lumière dans les années 2000-2010. Et Vabre est rentré dans le réseau Villes et Villages des Justes de France, de la même manière que la Cône, donc aux deux bouts de la vallée. Et donc on a fait un film, dont j'ai été scénariste d'un film qui s'appelle La Vallée des Justes. Et un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jomi Quadrado, qui me dit, voilà, je viens de voir votre film, qui m'a touché, qui m'a ému, qui m'a marqué. Je ne connaissais pas cette histoire et c'est vraiment ça correspond à mes valeurs. Et est-ce que on pourrait faire quelque chose ensemble? Donc bon, j'ai dit après tout, pourquoi pas. J'ai pris ma voiture et puis un dimanche, je suis allé dans un petit endroit qui s'appelle Puchéric et j'ai fait sa rencontre. Et là, en arrivant chez lui, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Le long de l'allée qui mène à sa maison, il y avait une série de peintures accrochées sur des poteaux qui représentaient des cocottes. Mais là, franchement, je me suis étonné. On a parlé et j'avoue que j'ai eu un peu de timidité, de réticence avant de lui poser la question, mais au fait, pourquoi les cocottes? Et en fait, quand il m'a expliqué ce que c'était les cocottes, tout de suite, je me suis dit, mais voilà, c'est bien sûr, c'est ça. Alors la cocotte, très très vite, en fait, Jomi est espagnol, sa famille est originaire d'une ville qui s'appelle Huesca, et à Huesca, il y avait un peintre connu qui s'appelait Ramon Assine, qui était prof à l'école des Beaux-Arts, et qui était à la fois plasticien, peintre, qui avait créé la cocotte, c'était un petit peu son symbole, pour la bonne et simple raison que lors de son anniversaire, ses deux filles lui avaient offert une cage avec un oiseau captif. Et donc il avait embrassé ses filles sur les deux joues, leur avait dit c'est bien, c'est un joli cadeau. Il avait ouvert la porte de la cage, libéré l'oiseau et remplacé par une cocotte en papier. Et donc la cocotte, c'était vraiment là le symbole de l'enfance, de la liberté, du pied de nez aux autorités. Et on s'est dit, mais voilà, on a une thématique qui peut être effectivement le fil conducteur de cette manifestation. Les balustrades et Les poteaux. Le poteau pareil. Diamètre, on ne pas laisser faire ça. mais on le prend sur le bois ou lui met une vis? Alors, les vis sur le cadre, les serflex. Ouais, on les vis sur le cadre. À moitié, tu les vis sur le cadre, et après tu fais le tour, Ouais, et allez, avec des pinces, ouais, d'accord. et tire.
Alors, j'ai décidé pour Inoubliable Vallée des Justes de faire une série de cocottes qui va comment ça s'appelle, qui va être tout le long du parcours, d'environ 30 km entre les villages de Vabre et les villages de la Cône, qui sont réputés être des villages de justes. Voilà. Alors, les cocottes sont issues d'un travail de Ramon Assín, qui était un libertaire espagnol qui a été exécuté par les franquistes. Et je trouvais que c'était intéressant de reprendre cette idée-là. Comme ça ne mettait pas trop de pathos à une histoire qui en a déjà beaucoup trop. Ce qui a été voulu par Ramon Assín. Ramon Assín qui fut un ami de Luis Buñuel, et il le raconte dans ce livre-là. Il raconte des choses dans ce bouquin. C'est Ramon Assín qui lui a financé le film Las Urdes, qu'il n'avait pas le moyen de tourner. Alors c'est rigolo parce que c'est Ramon Assín qui l'a... On dit que Ramon Assín a gagné à la loterie nationale alors qu'en tant qu'anarchiste il ne jouait pas. En fait, c'est Kiko Sabaté et un autre gars qui ont fait un hold-up et ils lui ont filé le pognon pour qu'il le donne à Luis Buñuel pour faire son film. Voilà. Si vous voulez, alors maintenant je vais vous montrer comment on fabrique une cocotte et puis on les défabrique. Alors je commence par ceci. Ceci étant la même cocotte que celle que fait Ramon Assín, puisque je l'ai tiré d'un bouquin à lui. Et alors je le dessine sur une toile, je la trace comme il faut, et après, de la toile, je la noircis avec du fusain, et ensuite je vais travailler avec le blanc de touti au pinceau, le blanc de touti que j'appelle du blanc pour faire du noir. Alors c'est une chose assez facile. Hop. Voilà. Un peu long, un peu fastidieux, un peu répétitif, mais c'est le principe de la série. Je fixe d'abord je vais passer du fusain, je vais noircir toutes les parties que je veux travailler au blanc de touti. Et ensuite, je fixe le blanc de touti avec le lac pour cheveux, soyons économes et soyons écolos. Et voilà. Et alors ensuite, je prends un pinceau et régulièrement je le nettoie et je passe mon blanc de touti comme ça. Alors, ce type était quand même formidable. Il a été fusillé par les franquistes. Maintenant, il a été, je parle de Ramon Assín, il a été reconnu comme un très grand pédagogue et un très grand plasticien.
Et dans son pays, le Huesca, il a une fondation et il y a des sculptures représentant ces fameuses cocottes. Alors c'est rigolo parce qu'il était du pays de mon grand-père, qui n'était pas de Huesca, mais qui était de la province de Huesca. Voilà. Donc ça me relie toujours à mon problème espagnol. Voilà. Donc je ne me sens pas espagnol beaucoup, mais j'y suis souvent attiré par tout un tas de choses. Moi, je suis un peintre sur la continuité. Je n'ai jamais voulu inventer des choses. Et finalement, j'ai fini par trouver quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas habituellement employé chez les peintres. C'est le blanc de Tutti. Du blanc pour faire du noir, comme j'ai souvent, je le dis souvent, et ce qui me permet de pouvoir travailler des ombres. Alors, en principe, voilà comment se présente un personnage blanc de Tutti. Alors, je le gratte à la ponceuse. Ensuite, je le nettoie. Alors, je le nettoie pour regarder si je n'ai rien oublié. Parce qu'il faut faire attention de ne pas percer la toile. Comme je travaille comme Bernard Palissy, c'est-à-dire je récupère tous les trucs qui ne me servent pas. Et donc, j'ai refait autre chose. Voilà, après un petit coup de flotte,
on a le début de l'ombre. Alors j'explique les trucs à la manière de Francis Bacon qui expliquait facilement comment il peignait. Moi je n'ai rien à cacher. Et lui non plus d'ailleurs, il n'avait rien à cacher. Oh merde! Oh putain! Tu m'entends? Après je le laisse sécher. Je vais travailler dessus. Ça sera ma prochaine série, ça s'appellera Les Ombres. Alors que je travaillais sur la série des cocottes, j'ai ce principe-là. Il y a celui-là, ce principe, ou celui-là. On peut aller à gradation comme ça. Soit le faire complètement disparaître, soit le faire disparaître moins, soit pas du tout. J'ai commencé à peindre assez jeune et ce n'est pas forcément la peinture qui m'intéressait, mais l'atelier. C'était déjà quelque chose qui se déroulait en collectif. J'ai jamais pensé que peindre était une action individuelle, mais plutôt collective. Donc, en croisant mai 68, mon frère aîné me fila un bouquin de Raoul Van Eghem, le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait connaître les situationnistes. Donc je me suis pas mal intéressé à ce mouvement. Et c'est là que j'ai compris qu'après mai 68, on allait vers une catastrophe. Donc il fallait trouver des choses, il fallait trouver des passes pour éviter de se retrouver dans la merde, quoi. Donc moi je me suis réfugié dans la peinture, mais vraiment, carrément dans la peinture. Et alors après, bon, nous avons monté quelques groupes de peinture, entre autres Arcube, où la politique était plus importante que la peinture, ou du moins aussi importante. Et nous étions dans cet univers que définissaient les situationnistes. La société sans classe a trouvé ses artistes. Nous étions dedans. C'est alors que je rencontre Pino Galizio et sa peinture industrielle. C'est pour ça que donc je me suis mis à peindre comme un anormal. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et si tu veux, la peinture n'était pas quelque chose à exposer dans les murs, il fallait exposer hors les murs. Et nous avons commencé, déjà en 81, nous réalisons la première grande exposition dans la rue à Béziers, et ainsi de suite. Et après, ça a continué, bon gré mal gré, on a exposé un peu partout, dans les rues, en dehors des ateliers, des galeries. Et ça rejoint un Pino Galizio, qui lui c'était la peinture industrielle, la peinture au mètre, des kilomètres de peinture. Donc on est encore dans ça. Pour moi je suis encore dans ça. Pino Galizio, au passage, c'est quand même le premier qui a emballé des peintures avant Christo. Voilà. Qui n'a pas eu la même réussite. Et donc je suis parti là-dessus.
Dans ma longue traversée picturale, j'ai rencontré en 1975 Rainer Gramlich, peintre post-fauve allemand, qui m'a beaucoup influencé et m'a beaucoup fait travailler mon rapport à l'art. Et j'ai donc eu toute cette période comment dire, allemande où j'ai travaillé un peu comme les post-fauves. Ensuite, cet homme-là qui était sculpteur me dit tu devrais faire quelque chose pas très loin de la peinture, mais pas pour la peinture. Donc effectivement, je suis devenu, sur son conseil, tailleur de pierre, et il m'a embauché plusieurs fois sur des chantiers de restauration au monument historique en Allemagne, et ça m'a permis de connaître d'autres peintres allemands. Henri Gaudier-Brechka, ça a été pour moi une révélation, on va dire. Une révélation qui m'a permis de rencontrer un artiste, de rencontrer, comment on pourrait appeler ça? C'est quelque chose qui m'a assis sur mon rôle de peintre, sculpteur et écrivain. Puisque quand j'ai eu la connaissance, c'était en 81, quand je faisais mon stage de pierre, où j'essayais de devenir tailleur de pierre et sculpteur de pierre sur pierre, je rencontre monsieur Régis Doury, qui avait déjà écrit une thèse sur Gaudier-Brechka, excellent joueur d'échecs. Et comme nous étions, le week-end, nous étions les gens les plus loin comment ça s'appelle, de chez nous, nous restions ensemble et on parlait de choses et d'autres, on allait au cinéma, et lui, comme c'était un puits de science, il me dit « Tu connais pas Gaudier-Brechka ?» Alors là, il m'aurait dit « Tu connais pas la Lune ?» J'aurais dit pareil. Alors il me dit « Putain, pourtant, toi qui es anarchiste, tu devrais connaître Gaudier-Brechka. » Il me dit « On a la chance, Gaudier est né à Orléans, donc Angers-Orléans, c'est pas loin, on décide d'y aller. » Et donc c'est là, il me raconte, tout le chemin, il me raconte l'histoire de Gaudier-Brechka, de Gaudier, qui s'appelle Gaudier-Brechka, après parce que c'est le nom de sa femme, etc. Il me présente un type extraordinaire qui est mort à 24 ans. Alors, nous allons voir à Orléans, mais en fait, il ne reste que 2 sculptures de Gaudier à Orléans. Les autres, elles sont toutes en Angleterre, à la Tate Gallery, enfin tout ça. Après cet intermède, je l'oublie un peu quand je rentre, je suis pris par d'autres choses, etc. Et puis un jour, une après-midi, il passe Le Messie sauvage à la télé, je le regarde, c'est l'histoire de Gaudier qui a été fait par Ken Russell, qui n'est pas un film exceptionnel, mais qui est juste dans son histoire, propre. Alors là, ça me remet au boulot. Hein. Honnêtement, c'est quelque chose qui me remet au boulot. Et donc, je arrive à me dans le centenaire de sa naissance, oui, de sa naissance, et je décide de faire un concours. Donc, je passe plusieurs tours, mais je n'arrive pas quand même à gagner. Et j'avais présenté des choses que je trouvais, moi, intéressantes, mais ça m'avait permis de travailler sur un projet, sur un avant-projet d'une grande réalisation. Chose qui va me poursuivre après. Et après, je continue à travailler sur ce type-là, et j'ai dit, un jour, j'écrirai quelque chose sur Gaudier. Et j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « La vie rêvée de l'ange », ou la stratégie du tailleur de pierre. Et en même temps, j'ai fait une série longue pour le centenaire de sa mort. J'ai exposé à 3 endroits, j'ai eu contact avec sa biographe, qui a bien aimé mon travail dessus, sa biographe officielle, qui est une conservatrice de Beaubourg, qui était très sympa, Daina Lévy, Lemni, qui m'a beaucoup aidé. Et puis voilà. Ça a été quelqu'un qui m'a construit dans ma réflexion sur la peinture. Un peu
Êtes-vous conscient de votre condition d'artiste, entre guillemets, je dis ça comme ça, il m'a assis dans mon boulot. J'ai découvert la peinture sérielle, parce que la peinture sérielle était quelque chose qui m'intéressait depuis de très longue date. Il a fallu que je trouve quelqu'un, un philosophe, puisse m'aider à ce philosophe qui n'est pas reconnu comme tel, M. François Vivier, m'a aidé à mettre à jour, à me mettre en forme cette façon de peindre. Et depuis je peins des séries comme ça, de très longues séries.